Merci beaucoup de reprendre place pour le deuxième demi-journée du lancement du PEPR Trax. Donc, on a un programme continu en fait de 14h30 à 17h avec deux grandes sessions qui vont se succéder. Donc, j'espère que vous avez profité du repas et des posters au moment de la pause café pour échanger sur ce sujet, sur Trax et puis sur ce qu'on pourra faire ensemble dans les prochaines années. Donc cet après-midi, on a deux blocs. Donc un bloc sur le besoin sociétaux pour l'adaptation et l'atténuation. On continue de creuser les sujets, les enjeux de Trax. Et un deuxième bloc une deuxième session sur les enjeux de modélisation climatique planétaire et régionale en rapport avec les enjeux de développement des services climatiques, mais en quelque sorte qui sont en résonance avec les deux grands blocs structurels du programme Trax. Et donc pour le premier bloc, on a le plaisir d'accueillir Guy Brasseur du Max Planck Institute for Meteorology, qui a travaillé sur les services climatiques de longue date et qui va nous exposer quelques enseignements, quelques expériences de son travail sur ce sujet, en introduction à des informations plus précises et plus spécifiques encore que ce matin sur le programme Trax. Voilà, donc Guy, si tu veux me rejoindre ici. Voilà. Voilà. Pour passer, tu peux utiliser les flèches ou... Comment est-ce que je passe à la première? Normalement. Voilà. Comme ça. Ok. Donc, et pour faire marche arrière? Ici. Là. Voilà. Ok. Bon. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour vous parler de l'expérience finalement que nous avons acquise en Allemagne, où il y a à peu près 12 ans maintenant, j'ai créé à la demande du gouvernement fédéral allemand un service climatique qui est toujours d'actualité, avec à peu près 80 personnes qui sont à Hambourg. Et je vais tout de suite vous dire, avant de vous faire part de mes réflexions, que le service climatique que nous avons créé est assez différent finalement dans sa conception par rapport à ce que vous avez fait. Je veux dire par là que ici vous avez essayé essentiellement de joindre la science, la modélisation en particulier, avec le service. Tandis qu'en Allemagne, comme vous allez le voir, on nous a bien fait comprendre qu'un service climatique, c'était autre chose que de la recherche et que donc la recherche se faisait dans les institutions de recherche comme le Max Planck ou Helmholtz ou les universités et que nous devions nous focaliser surtout sur la translation de la science vers la société. Donc vous allez voir, c'est sur cet aspect-là que je vais vous parler maintenant pendant quelques instants. D'abord, la mission d'un centre climatique tel que nous l'avons vu en Allemagne, c'est d'aider la société, en particulier les entreprises, mais aussi le service public, et le service public, ça va du gouvernement aux municipalités, aussi aux groupes associatifs, mais les citoyens en particulier, et pour faire face aux risques, mais aussi aux opportunités qu'offre le changement climatique. Donc, l'idée est d'avoir une vision qui ne soit pas entièrement négative sur le changement climatique, mais de voir qu'il y avait aussi des opportunités. Et donc, quels sont les mots-clés? C'est production, traduction, transfert et utilisation des connaissances dans le but de faciliter la prise de décision et la planification intelligente pour répondre évidemment au changement climatique. Alors, plus en détail, mission nous demande de faciliter le transfert d'informations qui doit être une information de pointe basée sur la science, mais qui doivent être orientées vers les besoins de l'utilisateur et, de manière plus générale, vers la société. Il faut fournir des produits et des services qui sont basés sur la science, encore une fois, et qui doivent répondre essentiellement aux besoins d'adaptation, plus que surtout sur l'adaptation de la société. Et on nous demande, au travers d'un réseau d'institutions partenaires, de proposer des conseils aux décideurs et aux autres utilisateurs qui doivent être issus de la communauté économique, scientifique, politique et de la société civile. Ça, c'est le cadre dans lequel nous travaillons. Les caractéristiques, c'est évidemment de fournir des informations scientifiques, techniques, qui doivent être équilibrées. On essaye d'éviter que nous ayons l'apparence d'activistes
qui essaye de défendre malgré tout un certain objectif politique, mais d'être plutôt objectif, crédible, et de nous baser sur la science, les derniers développements de la science. Il faut, et ça c'est très important, dès le départ, et là il y a peut-être aussi une certaine différence avec ce que j'ai vu aujourd'hui, engager une diversité d'utilisateurs de manière significative pour s'assurer que leurs besoins soient satisfaits. En d'autres termes, dès le début, il fallait que ces utilisateurs soient là. J'ai ressenti ici essentiellement, et c'est peut-être une bonne manière de procéder, je ne fais aucune critique, mais que l'offre venant de la communauté scientifique vers les utilisateurs est explicitement présentée, mais je n'ai pas entendu, je dirais, la demande des utilisateurs, des parties prenantes, qui ne sont pas ici véritablement représentées. Et donc nous avions comme mission, et aussi c'était notre conviction, que ces parties prenantes devaient être autour de la table ou dans la salle dès le début, de manière à finalement privilégier la demande sur l'offre. Alors, développer et fournir des produits et services destinés à minimiser les risques du climat, renforcer les observations, améliorer les projections régionales, locales, ça c'est du downscaling évidemment, et puis aussi donner des informations sur les options économiques et politiques, pas faire de choix, mais de dire il y a plusieurs options possibles, à vous, preneurs de décision, de décider desquelles il s'agit. Un mot sur la méthodologie. Il y a d'une part le top-down approach, c'est-à-dire, c'est un peu ce que j'ai entendu ici, ce que je disais tout à l'heure, on connaît le développement, on fait des modèles, on fait du downscaling, on régionalise, on regarde les impacts et on regarde finalement la vulnérabilité. Mais alors il y a l'approche bottom-up, celle qui part des institutions qui existent, privées ou publiques, qui met l'accent sur la technologie, sur les ressources économiques, qui parle d'infrastructures, de capacité d'adaptation et qui regarde finalement la vulnérabilité sociale plutôt que la vulnérabilité physique. Et en réalité, le rôle des services climatiques, c'est d'amener essentiellement ces deux approches sous un même toit ou en tout cas dans un même réseau. Et vous voyez que les communautés professionnelles sont différentes. À droite, c'est plutôt la science du climat, la modélisation, l'analyse des données, l'hydrologie, l'écologie, la santé et l'alimentation. On en a beaucoup parlé ce matin. Mais à gauche, alors, vous avez les impacts, l'adaptation, les sciences sociales, l'économie, les négociations internationales, les échanges de carbone, le système de gouvernance, etc. Alors, quelles sont les directions stratégiques que nous avons prises? Eh bien, voilà par exemple les secteurs que nous avons considérés. Agriculture, forêt, alimentation, infrastructures d'eau, d'énergie, de transport, zones urbaines et municipalités, très important, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Le secteur financier, très important, parce qu'il y a beaucoup de demandes, en particulier de la part des assurances, mais aussi des banques. Protection civile et sécurité, et puis alors aussi des informations pour les négociateurs dans les discussions internationales. Alors, comme nous étions une entité relativement indépendante, soutenue et financée par le gouvernement fédéral allemand, nous avons dû mettre au point une stratégie de marketing et établir ce qu'on appelle en anglais un business model. Au départ, on nous avait dit qu'on était financé pour 5 ans et qu'après 5 ans, nous devions vivre des revenus de nos produits et de nos services. Et ça a été un échec total. Nous n'avions pas une file de clients qui venaient chercher des services et des produits. C'était une illusion de gouvernants qui ne connaissent pas bien la manière de fonctionner, semble-t-il, d'un pays, parce que les parties prenantes jugeaient à juste titre que nous étions un service public, puisque financé par l'État, et qu'ils payaient leurs impôts, comme tout le monde, et qu'ils avaient donc droit à l'information sans pour ça devoir les acheter et les payer. Il n'empêche qu'on devait développer une stratégie de marketing
les produits-services, évidemment, doivent avoir un contenu scientifique élevé, c'est-à-dire que la stratégie marketing doit être adaptée à cette situation. Quand nous avons été évalués, je me rappelle, le président du groupe d'évaluation nous disait « Faites comme Apple, ayez 2 ou 3 produits et ne faites que ça et vous serez riche. » Eh bien, la situation est évidemment très différente parce que chaque client, chaque utilisateur, chaque partie prenante a un besoin différent et pour chacun, il faut non pas établir un produit standard, mais répondre à leurs besoins et ces besoins sont extrêmement variés. Donc, il faut que tout cela se repose sur un dialogue étroit à partir de la conception jusqu'à la livraison de ce produit ou de ce service. Et c'est évidemment pour cela nous avons tenté de développer des réseaux de parties prenantes, des réseaux d'acteurs qui doivent participer directement à cette stratégie. Alors, le dialogue que nous avons entamé doit d'abord être soutenu et il doit être soutenu avant qu'une relation réelle, fructueuse, ne puisse s'établir. Il y avait ce qu'on appelait en anglais la dating period. Nous parlions à une banque, j'étais intéressé à un certain niveau dans la banque, il fallait qu'ils en parlent au patron, enfin au chef de service, qui était un peu moins intéressé, mais enfin ouvert, qui disait qu'il ne pouvait pas prendre de décision, mais qu'on en reparlera dans 6 mois. Et puis, finalement, il disait, oui, mais je vais demander à mon chef, et puis le chef devait demander au chef du chef. Et après 2 ans, il nous donnait une petite demande d'un petit quelque chose avec à peu près 10 000 € pour une année pour faire quelque chose. Et puis, quand ils ont eu le premier petit produit, c'était pas mal, on va aller un peu plus loin. Donc, le dialogue n'est pas quelque chose d'instantané, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. L'autre chose, c'est que les clients, donc les usagers qui veulent de ces produits, veulent parler directement aux développeurs des produits et pas à des spécialistes de marketing ou de la communication. Ils veulent parler à ceux qui connaissent ce dont ils parlent. Et c'est évidemment, en fait, ils veulent parler aux scientifiques. Et pour nous, c'était très difficile puisqu'on nous demandait de ne pas trop mêler les scientifiques à la formation de produits. Donc, je pense que votre approche est peut-être plus raisonnable de ce point de vue-là. Alors, ça, évidemment, impliquait que nous devions être mieux formés à ce dialogue, à cette manière de promouvoir les produits, à les vendre, au marketing. Et nous avons très vite compris que, outre les scientifiques qui développent ces produits, qui travaillent sur tout cela, il fallait avoir dans le groupe des gens qui étaient capables de parler la langue des entreprises, la langue des régions et des communes, et aussi des gens qui puissent développer vraiment et montrer comment un produit fonctionnait, avoir un chef de produit pour qu'on ne s'enlise pas dans des améliorations de produits, de services, sans finalement ne les donner. Bon, donc, business model, je vais aller assez vite là-dessus, et pour dire que, voilà, bon, j'ai déjà dit que c'était illusoire de penser que le service climatique fonctionnerait sur des revenus qu'il génère, mais ce qui est clair aussi, c'est que beaucoup d'utilisateurs, notamment dans le secteur privé, qui ont besoin d'informations, n'aiment pas travailler avec le service public. Ça, nous l'avons remarqué beaucoup de fois. Nous étions service public. Ils venaient chez nous, je me rappelle une assurance, une réassurance vient chez nous et nous dit « J'ai une question, je voudrais avoir la réponse dans 15 jours et je vous donne 10 000 €. » Nous avons dit « Oui, mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait un appel d'offres, il faut qu'il y ait un contrat, il faut que ce soit signé en haut lieu, il faut qu'on engage éventuellement une personne, et puis dans 15 jours, on n'aura jamais fait ça, et on ne peut rien faire avec 10 000 €, on doit engager une personne, etc. Ça ne marche pas. Bon, ben, très bien, au revoir. Nous irons poser la même question au British Met Office, qui est une structure commerciale, et qui nous répondra, lui, dans les 15 jours. Donc, la structure publique, privée,
présente de temps en temps un certain nombre de difficultés. Bon, alors je passe sur quelques aspects ici, simplement pour... Je m'excuse, j'ai quelques transparents en anglais. Bon, première chose, networking and synthesis of existing knowledge. Donc vous voyez ce graphique, ces deux cercles, l'offre et la demande. Et l'offre, à gauche, c'est les changements climatiques, c'est les impacts, c'est même l'adaptation. À droite, la demande, c'est la prise de décision par le business et la politique et l'administration. C'est peut-être de la recherche aussi, non pas tellement sur le climat, mais sur la manière de communiquer. Et puis, c'est aussi la communication par les médias notamment. Bon, donc, il est absolument important d'analyser les différents groupes d'utilisateurs. Il faut constituer une base de données pour gérer les adresses et définir les différents secteurs auxquels ils appartiennent. Donc, il faut développer son portfolio de clients. Il faut identifier les acteurs les plus importants dans les secteurs cibles. Il faut décider des groupes que nous voulons intégrer et il faut les rencontrer souvent, fréquemment, de manière périodique et de manière suivie pour communiquer avec eux les domaines de travail, entendre leurs besoins et finalement créer des projets communs avec eux. Et encore une fois, cela met un certain temps. Comment peut-on déterminer les besoins de ce que j'appelle les stakeholders? Vous avez un meilleur mot en français. Eh bien, il faut travailler là-dessus essentiellement. Il faut concevoir les produits et les services avec les décideurs. Il faut présenter un portefeuille de services lors d'événements, par exemple, axés sur la pratique par une communication directe avec les parties prenantes dans différents secteurs, dans différents départements gouvernementaux. Donc, il y a tout un travail à faire. Et évidemment, pour faire cela, il faut pouvoir aussi leur montrer des prototypes de produits et de services que vous pouvez leur offrir. Alors, je prends par exemple un exemple ici d'un produit qui nous a été demandé par une banque d'investissement en Allemagne. Cette banque donne de l'argent dans différents pays du monde pour développer des infrastructures. Cette banque a comme règle que tout investissement doit faire l'objet d'un contrôle ou d'une revue du point de vue du climat, de l'impact climatique de l'investissement. Donc, la banque qui ne connaît rien sur les problèmes du climat vient nous voir et dit « Faites-nous, s'il vous plaît, pour 150 pays ou des groupes de pays, ici c'est 3 pays, Guatemala, El Salvador, Honduras, une fiche d'information sur ce que vous savez à propos du climat. Le climat passé, le climat présent, les différentes prédictions, mais il y a beaucoup d'autres informations qui sont là et nous avons, je crois, pour 10 000 € par feuille, nous avons vendu à cette banque un certain nombre de documents qu'elle utilise quand elle fait l'évaluation des produits. Il nous citait par exemple un projet de capture d'eau en Équateur où ils allaient chercher l'eau dans les glaciers. Ils demandaient si ça pourrait rester là comme ça pendant un siècle. On a dit non, les glaciers auront disparu dans 20 ans. Donc le projet n'a pas été subventionné. Alors, la communication, vous devez probablement inclure dans votre service climatique des spécialistes de la communication. Mais nous avons fait une erreur, ça c'est une leçon que j'ai apprise, nous avons engagé en fait des journalistes. Et nous avons constaté que les journalistes aimaient essentiellement présenter des informations en exclusivité, rapidement, avec des titres affriolants, attractifs. Mais en réalité, une fois que l'information avait été distribuée, ils s'en désintéressaient et passaient à l'information suivante. Ici, ce qu'il faut, c'est en réalité créer un véhicule d'information, de communication qui soit relativement profond, qui fasse l'objet de dialogue aussi avec les preneurs de décision. Et c'est évidemment un autre métier que celui de journaliste. Rien contre les journalistes, hein, mais je veux dire, c'était un peu différent.
Finalement, les institutionnalisations, ici j'ai indiqué que le service climatique doit être axé sur la demande, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il doit jouer un rôle national, il doit être une plateforme neutre, il doit être proche de la science, il doit être flexible et adaptable aux besoins des clients. Et là, vous pouvez vous poser la question, doit-il faire des profits ou doit-il être simplement sans but lucratif et travailler comme une institution d'État? Quelques leçons pour terminer. D'abord, sur la mise en réseau, nous avons vu, et vous verrez aussi, que le paysage des parties prenantes, meilleur mot que stakeholders, est complexe avec différentes institutions qui sont souvent concurrentes à différents niveaux. Concurrence, c'est important, notamment quand on s'adresse aux entreprises. Nous avons constaté qu'en réalité, si vous voulez convaincre une entreprise de prendre en compte des éléments liés au climat, vous deviez très bien comprendre comment l'entreprise fonctionne. Et nous avons pensé à ce moment-là que pour convaincre une entreprise, il fallait qu'un de nos agents, enfin un de nos participants, travaille dans l'entreprise pendant plusieurs mois pour comprendre quelles étaient les priorités de l'entreprise, les différents éléments qui étaient en concurrence avec le problème climatique, pour savoir quelle était la meilleure manière d'aborder le sujet. Mais nous avons aussi tout de suite vu que ce n'était pas possible, parce que les entreprises sont en état de concurrence et n'ont pas envie qu'un étranger à leur corporation rentre dans la société, découvre les aspects positifs et négatifs de leur fonctionnement. Donc ça n'a pas été possible. Deuxième leçon, c'est que la communauté scientifique n'est pas suffisamment engagée. Les scientifiques aiment faire de la science, ils n'aiment pas abandonner d'une certaine manière leur science pour faire de la communication, de la traduction de la science, convaincre les gens, passer des après-midi avec des leaders d'entreprise ou des hommes politiques. Une fois de temps en temps, ça va, mais on aime toujours faire de la science. Moi, je suis scientifique, j'aime beaucoup de faire de la science. Alors, au niveau du besoin des utilisateurs, le concept de service climatique est nouveau. Il est inexploré et donc on ne sait pas très bien ce que c'est. Et vous avez vu d'ailleurs qu'il y a plusieurs services climatiques, ils sont tous très différents. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux clients ne savent pas de quels services et produits ils ont besoin. On l'a dit ce matin, si on leur dit qu'est-ce qu'il vous faut, ils n'en savent rien. Nous, l'expérience qu'on a eue, c'était de dire vous vous intéressez au problème climatique. Oui, c'est très très important. Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise? Pour nous, c'est très simple. On ne sera pas touché par le problème climatique. Ah bon? Vous êtes sûr? Que se passe-t-il si la loi changeait? Ah, ça, on n'y a pas pensé. Que se passe-t-il si cela se passait? Ah, ça, on n'y a pas pensé. Donc, il y a tout un problème d'éducation à faire. Alors, une tâche importante pour les services climatiques est de développer un dialogue avec les clients qui est continu sur différents canaux. Ça, c'est très lourd et c'est très important. En ce qui concerne les produits, les fonctions des services climatiques comprennent des aspects qui relèvent clairement d'un service public. Par exemple, donner des informations sur l'état de du climat, de la température de l'année, enfin ce que font d'ailleurs les services météorologiques. Mais d'autres sont principalement des tâches axées sur le marché. Et nous avons vu que pour certains produits, nous n'avions pas accès à nos clients parce que nos clients préféraient s'adresser à des sociétés privées qui sont plus dans la culture qui est la leur et travaillent plus rapidement que le service public. Pas mieux, moins bien généralement. Et je vais vous donner un autre exemple. Un jour, nous voyons une petite compagnie à Munich, je crois, qui fait du service climatique. Et ils ont été invités par une grosse boîte, je ne me rappelle plus laquelle, pour faire une étude sur une implantation qui devrait avoir lieu dans l'État du Mississippi aux États-Unis, d'une usine, une grosse usine. Et cette société voulait savoir si c'était dangereux au point de vue climatique, si allait se passer. Et puis il me montre le rapport et je regarde, je dis tiens, mais vous dites que le nombre d'éclairs va doubler. Je dis tiens, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez calculé ça. Je n'ai jamais vu dans un modèle que l'on puisse facilement calculer le nombre d'éclairs.
La réponse a été, ah bah, c'est pas très bien, mais on a demandé à Munich Re ou à Swiss Re, ils ont des statistiques, et on a pris ces statistiques, on a mis ça dans le rapport, voilà, et le client est content. Donc, nous avons, nous, service public, l'obligation d'amener des informations de qualité, précises, reproductibles, etc. Le client ne recherche pas nécessairement cela. Il recherche une information qui est utilisable plutôt qu'une information de qualité. Alors j'ajoute, moi, ça c'est pas les Allemands qui m'ont dit, mais moi je dis le service a besoin de science, donc vous le savez aussi. Communication, la communication liée au groupe cible va au-delà des relations publiques traditionnelles et une question de recherche est complète. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Oui, c'est ça. Ce que je veux dire essentiellement, c'est que les clients recherchent essentiellement des solutions et non pas des analyses de la situation climatique. Pour terminer, quelques défis, et peut-être qui seront les vôtres aussi. Identifier plus en avant la demande des services pour des données climatiques. Deuxièmement, créer, accéder et comment utiliser les données. Il y a beaucoup de données. Que peut-on en faire pour que ces données soient utiles? Faciliter davantage l'échange systématique de connaissances. Comment le faire? C'est ce que le service climatique doit développer. Mobiliser davantage la communauté scientifique, concevoir des politiques et des partenariats institutionnels, mettre en place des mécanismes de financement innovants, probablement pour ajouter aux mécanismes de financement de base, et puis aussi développer une méthodologie pour évaluer les services climatiques. Je vais terminer là-dessus parce que après 3-4 ans, nous avons été évalués. Les évaluateurs sont arrivés, on dit mais nous sommes incapables de vous évaluer, nous ne connaissons pas les critères. Quand nous évaluons une université, un service, on compte les publications, on regarde les projets, combien de propositions ont passé. Chez vous, il y a 0 publication, il y a 0 ci, il y a 0 cela, mais pourtant vous avez bien réussi. Comment vous évaluez? Nous ne le savons pas encore aujourd'hui vraiment. L'évaluation suivante, si on peut poser la question, ils ont téléphoné à 50 compagnies dans le pays en demandant « Avez-vous eu des contacts avec le service climatique allemand ?» Bon, il y en a 40 qui ont dit non, parce qu'on ne va pas avoir toutes les compagnies les unes après les autres. Et est-ce que les informations que vous avez reçues étaient utiles? Et la réponse a été non, parce qu'ils arrivent avec leurs résultats de modèle, et nous, on n'en a que foutre. Ce qu'on veut, c'est de savoir comment, dans notre entreprise, on doit faire ci, on doit faire ça, comment dans notre ville, on doit planter les arbres, etc. Ça devient extrêmement concret. Et donc, encore une fois, cette différence de langage, d'intérêt, de questions, et aussi les critères d'évaluation sont des problèmes un peu compliqués. Bon, mais voilà ce que je voulais vous dire. C'était un peu à la bonne franquette, mais ça vous donne aussi quelques vues personnelles que j'ai eues en dirigeant pendant 5 ans le service climatique d'Allemagne. Merci. Merci beaucoup Guy. On a peut-être le temps pour une ou deux questions dans l'assistance avant de passer au bloc suivant. Alors, les micros sont toujours là. Thanks. That was really interesting. How do you compete with private companies that are doing the same thing? So either the range of startups now computing climate risk for Wall Street, for example, or I thought when you said, oh, they're going to take their $10 million and go somewhere else, you were thinking of one of the big consultancies or a Capgemini or that sort of thing. And then on the flip side, are there some areas where a state-funded public service fills a gap that a private company would not? Yeah, first of all, there is competition, that's for sure. So we have been trying to address that by dialoguing with them. And we have created, at that time, a climate service partnership
which included groups, public, private, from different regions in the world. We worked closely with Columbia University on this. And this Climate Service Partnership had a meeting every year somewhere in the world. And those people were coming. Not all of them, of course, but several of them. Now, the World Meteorological Organization has also a climate service initiative, but it's very different because essentially what they're doing, they are financing some very specific project in Africa or in the developing world. And so they're not really providing services. They just go and deal with a question in one village or these kind of things. And the money is coming from governments that are contributing to this. So I think that there is room for different types of climate services, and that the competition is not a major issue if we recognize that there is room for different type of action. So I'll give you an example. There is a climate service in a bank. So what they're doing, they want to take meteorological information today, and they find out that it's raining a lot here and it's very dry here. Therefore, the price of the corn will be low here because the corn is growing, and will be very high there because the corn is not growing. So they buy stocks based on that information, which basically has an ethical aspect because, you know, at the end, the people who are paying for that are the farmers, but they're making money out of that. So this is a climate service which whom we don't want to compete. Well, we want to compete, but we'll let them on their own. But you can see there are all kinds of climate services. I've seen in the US a climate service that was just providing insurance to the farmers, one product, like Apple, one product, producing insurance to the farmer based on prediction, so like 3 months weather prediction. So it's going to be very dry, you better take an insurance, and we're going to provide the insurance. So we try to focus on what a public service should be doing in the interest of basically a large number of people. Dans le système que vous avez mis en place à Hambourg là, ou en Allemagne, comment est-ce que vous êtes arrivé quand même à garder des bonnes relations, ou comment vous avez gardé des relations avec le secteur académique? Et est-ce que ça s'est bien passé, mal passé? Ça, c'est une bonne question. En réalité, les principaux acteurs du service climatique de Hambourg sont, mettons à 50%, un peu moins peut-être, proviennent d'institutions de recherche. Donc, ils avaient leur connexion avec les institutions de recherche. Nous avions en fait 4 départements. Un département, je dirais, climat, modélisation, downscaling, prédiction. Un autre qui était sur les aspects plutôt biologie, biodiversité. Troisièmement, un groupe de sciences sociales. Et quatrièmement, un groupe de communication. Bon, donc ces groupes étaient assez disparates, et ce n'est qu'une partie du Climate Service qui parlait au centre de recherche du climat. Mais les relations étaient faibles, peu actives, parce que chaque fois qu'on allait les voir pour leur demander de faire quelque chose pour nous, ils nous disaient, écoutez, nous, on fait de la science, on fait de la science fondamentale éventuellement. S'il y a des questions du type que vous posez, c'est à vous à les régler. Et d'un autre côté, nous ne pouvions pas faire de science nous-mêmes. Donc, ça ne marchait pas de manière optimale. Alors, il y a eu une correction. Et la correction est que la société Helmholtz, qui est une des 4 sociétés, il y a Max Planck, Helmholtz, Leibniz et Fraunhofer, en Allemagne, qui a créé un groupe mixte université Climate Service pour faciliter le pont avec la science. Et donc, ils ont créé, investi de l'argent là-dedans, et ça fonctionne toujours. Donc, ce n'était pas évident au départ. Très
Très bien, merci beaucoup Guy pour cet exposé très stimulant et très à la fois intéressant, provocateur et qui va effectivement nous permettre de réagir. Et donc pour la suite, on passe la parole à Nathalie de Noblet-Ducoudray qui représente le premier bloc de Trax, donc évolution climatique, développement, services climatiques, enjeux régionaux, nationaux et mondiaux. En fait, ça c'est le suivant. C'est celui-là. Mobiliser les sciences du climat pour le développement des services climatiques. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. Voilà. Merci Samuel. Merci pour tout ce que nous avons entendu depuis ce matin et merci Guy pour cette introduction. Donc j'ai l'honneur effectivement de représenter ce premier bloc structurel qui comporte 4 projets ciblés et donc qui est dédié à mobiliser les sciences du climat pour le développement de services climatiques, qui est animé par Sandrine Anquetin, Laurent Terret et moi-même, et porté donc avec des porteurs sur les 4 projets ciblés dont beaucoup sont dans la salle. Julie Jebeil, Benoît Ingray, Marie-Vonne Kerkonduf, Guillaume Levavasseur, Christian Paget, Aurélien Ribes, Jérôme Servona, Jean-Michel Soubérou, Benjamin Sultan et Mathieu Vrac, et j'espère n'avoir oublié personne. Alors parmi tous les constats qui ont été énoncés depuis ce matin et qui sont des freins pour la prise en compte des enjeux climat dans les décisions stratégiques, ceux qui ont un petit peu soutenu ou piloté le travail que nous allons conduire dans ces 4 projets ciblés sont tout d'abord celui de comprendre ce qu'il se passe en temps réel, donc les événements les plus récents qui sont un peu avant-gardistes peut-être de ce qui va nous arriver, d'être capable de les comprendre et de les expliciter. La question de la quasi-absence de données climatiques réellement actionnables, en utilisant cet anglicisme, la déconnexion entre des décideurs socio-économiques et des fournisseurs de données climatiques, alors qui n'est pas dans tous les secteurs, mais dans beaucoup, une absence de coordination aussi entre les différents développeurs de services climatiques. Je crois que ce que tu as dit, Guy, c'est qu'il y avait aussi un petit peu de concurrence, et donc il faut forcer ce dialogue de manière à pouvoir bénéficier les uns et les autres des connaissances. La difficulté à prendre en compte les différentes sources d'incertitude, et je pense que le bloc suivant abordera beaucoup ces questions-là. Et ensuite, la difficulté vraiment à changer d'échelle, c'est-à-dire à déployer à grande échelle et de façon opérationnelle les services climatiques qui ont fait leurs preuves. Alors, les objectifs que nous avons, les 4 objectifs principaux et qui sont pratiquement pour chacun d'eux portés par un projet ciblé prioritaire. Tout d'abord, piloter la co-construction des services climatiques et faciliter leur utilisation pour la mise en œuvre de solutions d'adaptation. Et celui-là porte le nom de dialogue pour justement combler ce que tu disais, Guy, tout à l'heure. C'est vraiment la question de l'interconnaissance entre les porteurs d'enjeux et la science. Un deuxième objectif important qui est de la conception et prototyper des démonstrateurs de services climatiques pour des secteurs et des territoires vulnérables en France comme en Afrique. C'est le projet ciblé 3 qui porte le nom de Démoclimat. Ensuite, nous avons un objectif d'anticipation du large panel d'événements extrêmes ou de combinaisons d'événements à venir et leurs conséquences pour les secteurs socio-économiques. Donc c'est le PC4 Extending. Et enfin, un objectif non des moindres qui est de définir et de fournir une infrastructure partagée pour la distribution des données climatiques, des indicateurs sectoriels, de données, de méthodes, d'outils, avec un accès facilité non seulement pour les utilisateurs de Trax, mais aussi pour d'autres utilisateurs. Et c'est le PC2 qui s'appelle Invest. Alors, je vais repartir ici sur cette diapositive d'une figure qui a été publiée dans le dernier rapport du groupe 1 du GIEC, donc en 2021, et qui montre bien la coproduction au centre. Et vous voyez que j'y ai positionné à peu près tous les projets ciblés de Trax, avec un groupe qui nous donne en haut la diversité des sources d'informations, qu'elles soient d'observation, de modélisation, de prévision décennale, de projection, d'analyse en temps réel d'événements, de narratifs aussi pour expliquer un peu des événements plus complexes. Et puis en bas, finalement, les informations pouvant être intégrées dans la prise de décision.
Et ce que vous montre le diagramme à votre droite, c'est que finalement, cet aller-retour entre l'information utile à la décision et la source d'information, en fait, c'est un dialogue continu, c'est vraiment un processus itératif. Et il faut qu'on arrive à le rendre itératif au sein de Trax. Pour nous, c'est aussi l'enjeu de pouvoir faire dialoguer 2 ou 3 blocs structurels dans Trax, et donc de pouvoir décliner les informations climatiques à des échelles régionales, locales, avec une traduction utile, et puis ensuite, finalement, de s'apercevoir peut-être que, eh bien, il nous manque un processus. Alors, on parlait des éclairs, on parle de la grêle, qu'on ne sait toujours pas résoudre, et donc un retour vers les développeurs de modèles ou de processus ou de diagnostics pour essayer d'aller au mieux de ce qui est vraiment utile pour les acteurs. Et puis, vous voyez une petite boucle de rétroaction sur votre gauche aussi, qui est aussi un processus itératif, entre la définition de l'information utile et l'appropriation de cette information par les acteurs. Et là aussi, c'est une co-construction. Une fois que l'information climatique est disponible, comment est-ce qu'on la traduit, selon quels indicateurs, comment on se l'approprie. Et donc ça aussi, c'est une boucle très importante sur laquelle on s'attachera à travailler. Alors, vous voyez des petites étoiles rouges sous un certain nombre de secteurs en bas, par exemple l'agriculture et les ressources énergétiques, qui sont les premiers démonstrateurs auxquels nous allons nous attaquer, parce qu'il y a déjà du travail qui aussi, grâce à la Convention de services climatiques, a démarré dans les différents participants au projet Trax. Et vous voyez qu'avec l'agriculture, il y a aussi une poignée de main, parce que nous ne pouvons pas travailler ce sujet-là sans d'autres collaborateurs scientifiques qui sont notamment l'INRAE, et que ce sont des sujets qu'on doit travailler vraiment ensemble. Ensuite, vous voyez les petites étoiles bleues qui correspondent à des démonstrateurs sur lesquels on envisage de s'attaquer après, donc à moyen terme, sur la santé et sur les climats urbains. Et ensuite, évidemment, en collaboration avec d'autres PEPR, par exemple OneWater, on ne s'interdit pas de travailler sur les questions des ressources en eau. Alors, il n'y a pas d'étoiles sous tous les secteurs d'activité, mais comme nous avons 8 ans devant nous, il faut aussi se laisser une marge de manœuvre pour aller vers d'autres secteurs d'activité. Alors, la démarche que nous allons essayer de mettre en œuvre, elle part du dialogue, justement, que vous voyez à gauche, entre des décideurs socio-économiques, des autorités locales, des scientifiques d'autres disciplines, agronomes, écologues, qui ne font pas partie aujourd'hui de Trax, et donc avec des gens que nous allons recruter sur du temps long et qui seront des facilitateurs ou des gens qui vont justement mener ce dialogue-là. On s'appuiera également évidemment sur tous les services climatiques et démonstrateurs qui ont été développés de par le monde, qu'ils soient publiés dans une littérature scientifique à laquelle nous sommes accoutumés ou dans les mains de services ou d'utilisateurs, et de manière à pouvoir établir ensemble des critères de succès d'un service climatique à partir de la littérature. Qu'est-ce que c'est qu'un service climatique réussi ? Alors, nous ne pourrons pas aborder et traiter des milliers de démonstrateurs de services climatiques dans Trax, donc il nous faut une méthode parmi tout ce qui va être les démonstrateurs potentiels qui vont émerger des discussions que nous aurons avec tous les décideurs et tous les porteurs d'enjeux du monde socio-économique, et le décryptage que nous aurons fait de ce qu'est un service climatique réussi. Nous aurons un lot de démonstrateurs potentiels parmi lesquels il faudra encore faire un choix de ceux qui seront vraiment directement traités dans Trax et ceux pour lesquels il faudra répondre à des appels d'offres ou aller chercher des financements. Et une fois que nous aurons développé les démonstrateurs, eh bien, nous aurons besoin de travailler sur une co-appropriation et une compréhension de ces résultats. Et à nouveau, le dialogue refait surface pour voir si ce que nous produisons, ces indicateurs co-construits, correspondent vraiment à ce qui est nécessaire pour faire une mise en mouvement et pour engager des trajectoires d'adaptation. Donc vous voyez qu'il y a des liens, bien sûr, avec tous les autres projets ciblés de Trax au fil de l'eau de cette traduction. Alors, je vais juste prendre un petit exemple sur un travail qui a déjà commencé sur les grandes cultures céréalières en France et que l'on va essayer de creuser un petit peu. Un travail qui a commencé et qui est en pourparlers depuis plus de 5 ans, donc ça peut être un temps infiniment long.
avec des scientifiques spécialistes de l'agronomie à l'INRAE, avec des instituts techniques agricoles comme Arvalis, avec des chargés de mission climat dans les chambres d'agriculture, et puis aussi une littérature extrêmement abondante sur l'évolution des rendements à moyenne et grande échelle. Et malgré tout cela, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas encore de réelle traduction en solutions d'adaptation. Il n'y a pas encore de réels démonstrateurs opérationnels disponibles qui permettent d'enclencher vraiment des solutions à grande échelle, en France mais ailleurs, sur l'adaptation au changement climatique pour ces cultures-là. Alors évidemment, l'une des difficultés, parce qu'on n'a pas ce problème dans la vigne, au niveau de la vigne, ils sont impliqués et embarqués depuis très longtemps, et là, il existe vraiment des démonstrateurs. Pour les forêts gérées aussi, il y a des choses qui sont bien enclenchées. Le problème, c'est que la grande culture céréalière est une culture annuelle, elle est ressemée tous les ans, et donc le temps long, il n'est pas dans les mains de l'agriculteur, il n'est pas toujours dans les mains des chambres d'agriculture, il est dans les mains de personnes qui n'ont pas de temps à nous consacrer, qui sont les semenciers et les coopératives. Appel à ceux qui connaissent des semenciers et des coopératives, prêts à discuter. Donc, en fait, le travail que nous avons fait en amont nous a amené à privilégier non pas des modèles agronomiques qui permettent de calculer des rendements, mais des choses un peu plus simples, avec des gros guillemets, qui sont des indicateurs, et en plus des indicateurs qu'on appelle non pas agroclimatiques, mais phénoclimatiques. Pourquoi phénoclimatiques? Puisque, donc ça c'est l'exemple que j'essaye de développer en bas à droite, donc vous avez une flèche, vous regardez la flèche du haut, où c'est le temps de développement d'une culture de blé, par exemple, avec chaque couleur correspond à des phases de croissance, donc entre le semis et l'émergence, puis l'apparition des épris, puis l'élaboration d'un rendement. Et vous voyez en comparant la figure du bas, donc la longueur du bas, c'est qu'avec un changement climatique, on a un raccourcissement